Honnêtement, ça s'assied comment avec ces robes-là? Toujours de la même façon traditionnelle, en se servant des mêmes muscles que l'on se sert depuis à peu près 10 000 ans. On risque pas de se blesser? Non, pourquoi? Il faut être vraiment très maladroit pour se blesser en s'asseyant. Mais si je fais un accro, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, vous avez pas mal de plombiers dans votre quartier sûrement, de petits bricoleurs autour de vous qui pourront vous réparer. Et tu sais qu'il est plus tôt que tu ne penses. Alors, venez voir un verre. C'est à Pasaia, village de pêcheurs du Pays basque espagnol, que Francisco Rabaneda y Cuervo vient au monde le 18 février 1934. Depuis l'exil du roi Alphonse XIII, 3 ans plus tôt, l'Espagne traverse une profonde crise politique et sociale qui a fracturé sa population en 2 camps. Le père de Francisco, militaire de carrière, s'est engagé dans les forces républicaines du Nord, dont il est colonel. Sa mère occupe la place de première main chez le couturier Cristobal Balenciaga, qui rayonne sur le monde depuis sa boutique de San Sébastien. Ma mère était première chez Balenciaga en Espagne en 1920. C'est elle qui m'a insufflé mon goût de la révolte parce qu'en 1920, elle était la première femme de Saint-Sébastien en Espagne à porter des robes de Paul Poiret sans corset et les cheveux courts. Ma mère a fait de la prison parce qu'elle était scandaleuse, habillée d'une façon scandaleuse. La mère de Paco Rabanne travaillait chez Balenciaga lorsque Cristobal Balenciaga, avec sa maison de couture en Espagne, n'est pas peut-être complètement anodin à son goût pour le vêtement, mais je ne pense pas que ça puisse être aussi déterminant. Effectivement, c'est quelque chose qui a pu exister dans son imaginaire, mais je ne pense pas qu'il y a un déterminisme, puisque, après tout, il a un frère et une sœur qui n'ont pas suivi cette voie. Quand la guerre civile éclate, Francisco a 2 ans, et en octobre 1937, son père est capturé puis fusillé par les troupes franquistes. Pour sa survie, la famille Rabaneda est alors contrainte à l'exil. C'est le tragique épisode de la Retirada, pendant lequel un demi-million de républicains espagnols arrivent en France, dans des conditions dramatiques. Avec sa mère, sa grand-mère et ses 3 frères et sœurs, Francisco passe plusieurs semaines dans les camps de Port-Vendre et d'Argelès, avant de gagner Ploujean, petit village du Finistère, pendant l'hiver 1939. Il est assez secret sur sa vie privée, donc j'ai pu entendre des bribes comme ça de son enfance, qui a été très dure pendant la guerre. C'est quelqu'un qui a souffert, qui n'a pas forcément eu une enfance joyeuse et qui connaît le coût des choses, en fait. C'est pour ça que je pense qu'il a gardé cette espèce de vision assez humble sur la vie. 10 ans plus tard, au lycée Savary de Mauléon des Sables-d'Olonne, le destin du jeune réfugié bascule encore une fois. Il est si doué dans les matières artistiques que son professeur de dessin le pousse à intégrer l'école des Beaux-Arts de Paris. En 1951, son bac en poche, Francisco quitte la Vendée et rejoint la section architecture de l'école du 14 rue Bonaparte. Il y passera 12 ans. Ces 12 années vont être fondamentales dans sa formation non pas en termes simplement professionnels, mais dans sa formation en tant que personne, en tant qu'humain. Là, il va pouvoir assouvir ses curiosités multiples à travers les ateliers très différents dans lesquels il se forge un œil, le sens critique des matériaux, et aussi, je crois, quelque chose de beaucoup plus profond qui est l'adéquation entre la forme et la fonction. Pour payer ses études et subvenir aux besoins de sa famille qu'il a suivi à Paris, le jeune homme signe sous le nom de Franck Rabanne des croquis de mode et d'accessoires qu'il vend en porte-à-porte chez tous les couturiers et les maroquiniers de la capitale. La rigueur purement architecturale de son travail le démarque instantanément de ses concurrents.
Dans les dessins notamment de sacs et de chaussures, on voit bien qu'il y a une pensée, on ne le disait pas à l'époque comme ça, mais une pensée d'ingénieur ou de designer au sens fort du terme. J'ai eu la chance de voir une quantité assez conséquente de ces dessins. Et ce qui m'a frappé, c'est déjà un travail extrêmement poussé, notamment pour les chaussures, sur la déambulation, cette manière de marcher que la forme de la chaussure impose sur des talons assez vertigineux, non pas simplement en termes de hauteur, mais en termes d'audace technique. Puis, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la volonté de bouleverser une attitude, vraiment d'influer sur une manière de marcher, d'influer sur une manière de se tenir. Le 1er juillet 1959, le quotidien américain Women's Wear Daily, Bible des professionnels de la mode, publie pas moins de 7 silhouettes de robes signées Frank Rabanne. La sûreté du trait et l'utilisation de lignes géométriques impeccables témoignent déjà d'une approche hors norme. Son côté architecte, beaux-arts, je pense que c'est ça qui lui donnait une rigueur, il est très strict. On sentait qu'il savait dessiner, mais de façon rigoureuse. Je pense que tout était préparé, structuré. Il ne prenait pas un crayon, il faisait pas... Moi, j'ai vu Karl Lagerfeld dessiner, c'est très différent. Lui, comme ça, très vite. Je pense que lui, c'était beaucoup plus carré, comme un architecte. La mode est comme une sorte d'architecture très proche du corps, en fait. C'est comme si c'était notre première maison ou notre premier bâtiment autour du corps. Donc après, tout est question d'échelle. Donc je trouve ça super intéressant qu'il ait pu venir de cette formation-là et ça se ressent extrêmement dans son travail. C'est-à-dire que quand on regarde des manteaux qu'il a pu faire, qui sont composés de sortes de plaques qui viennent se superposer, sans même être des petites plaques ou des assemblages. C'est vraiment la façon de couper va être super inspiré par l'architecture. Ça se voit dans la jupe, en fait. C'est-à-dire que même cette jupe-là, la façon dont ça va être assemblé, pour moi, c'est vraiment des sortes de plaques complètement géométriques qui viennent redonner du trapèze, qui viennent s'assembler l'une aux autres comme des cloisons. Si on va le comparer à un couturier qui va basquer les choses ou qui va jouer sur le corps d'une façon différente, Paco Rabanne, c'est une sorte de boîte, en fait, en réalité, sur le corps. De façon très subtil et extrêmement coupé, mais ça reste, ce principe d'architecture reste très présent. À l'aube des années 60, le jeune créateur n'éprouve encore aucune attirance pour la couture. C'est plutôt par la porte dérobée qu'il entre dans l'univers de la mode grâce à ses pacotilles. Des bijoux fantaisie d'un genre nouveau que celui qui se fait désormais appeler Paco Rabanne conçoit et fabrique en famille dans un minuscule atelier de la rue du Caire. Lorsque Paco Rabanne s'attaque aux accessoires, notamment aux boucles d'oreilles, aux bijoux, il choisit la matière la moins noble, la plus ignoble, comme il a pu le dire lui-même, c'est-à-dire le plastique. Au début des années 60, c'est le matériau de la modernité. On commence à faire du mobilier en plastique, des appareils électroménagers, etc. Paco Rabanne disait très bien, lorsqu'un bijou est faux, il doit s'assumer comme tel, il doit se voir. Donc il n'était pas là à faire un ersatz de joaillerie. Donc c'est vrai que ces premiers bijoux, ces pacotilles en rhodoïde, exploiter aussi non seulement les qualités intrinsèques du matériau, mais aussi cette proximité avec le pop art et l'optical art. Donc il y avait une volonté aussi d'être au diapason des arts et des artistes de l'époque. Printemps 1963, c'est en cherchant de nouveaux clients pour ses pacotilles que Paco Rabanne frappe à la porte d'un couturier de 12 ans son aîné, lancé dans une fulgurante ascension. Son nom, Pierre Cardin. La rencontre entre les deux hommes va s'avérer déterminante pour la suite. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer au début des années 60. J'étais étudiant aux Beaux-Arts et pour gagner ma vie, je créais des accessoires. Et un jour, il m'a reçu, mais je voyais bien qu'il était énervé, fatigué, et en tremblant un peu, je lui montre mes créations. Et sans agressivité, mais
nerveusement, il a pris ça, il l'a jeté sur la table, il dit « J'en ai assez. Tout le monde me montre la même chose. » Il me regardera dans les yeux et dit « Vous pourriez pas, monsieur, me faire un collier qui prend la femme ici au cou et qui descend jusqu'au sol ?» J'ai dit « Mais il est fou. » Et ça a fait tilt. Alors j'ai commencé à aligner mes morceaux de métal, mes morceaux de plastique. Et j'ai fait ma première robe de métal. Comme ça. Il a déclenché ma vocation. Début 1965, les pacotilles envahissent régulièrement les pages mode de la presse féminine. Conforté par ce succès médiatique, Paco Rabanne devine qu'il est grand temps d'explorer de nouveaux territoires. La mode française ronronnait un petit peu, elle était devenue très traditionnelle, c'était Chanel, Dior, etc. Et il a voulu faire bouger les choses, il a voulu provoquer. Et pour faire bouger les choses, évidemment, il faut au départ faire un grand coup. Cette époque, ces années 60, c'est un très grand changement dans la mode. Avant, la mode était faite uniquement par les dictats des couturiers et était faite pour des femmes mûres, disons, des femmes, et qu'il n'y avait rien pour les jeunes. Les années 60 ont marqué le démarrage d'une mode pensée pour des femmes et des filles plus jeunes. Il y a eu quand même une bombe dans la couture, c'est André Courrèges, qui tout à coup a fait des vêtements dans un esprit beaucoup plus sport, surtout beaucoup plus court. Alors Paco, lui, il a apporté une technologie très différente. Et où trouvez-vous le métal? Dans toutes les usines autour de Paris. En franc-tireur, libre de toute filiation couturière, mettant sciemment de côté fil et aiguille, c'est avec la volonté de remettre en question tous les fondamentaux de la discipline que le jeune diplômé des Beaux-Arts investit la mode. D'hier à aujourd'hui, des robes longues aux robes courtes, Paco Rabanne va nous parler de ses créations. Alors, comment vous travaillez les matières, par exemple, que vous employez? Parce que je sais que vous êtes architecte. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est ça qui m'a donné le goût des matières modernes, l'acier, le papier, le plastique, enfin tous les matériaux nouveaux et aussi les matériaux du passé. Oui. Et le goût des structures, faire des robes un peu différentes de ce qui existe. Ce sens de la recherche, que je crois que c'est un sens que possèdent tous les architectes. Son approche était d'abord une approche, une fois de plus, de plasticien. C'est-à-dire, et c'est par ce biais-là qu'il s'est approché de la couture. Et du coup, je pense qu'il a vu cette possibilité de faire complètement autre chose. Et ça, évidemment, ça a été nourri par un esprit de toute façon extrêmement ouvert. Quelqu'un d'autre n'aurait jamais eu ça, parce qu'elle aurait dit qu'on ne peut pas faire un vêtement avec autre chose que du textile. Une machine à coudre, c'est un instrument bon pour le musée. Et c'est là où on interroge, pour quelle raison un vêtement est en textile ? Et du coup, il commençait à faire des vêtements. Et voilà, là, la fameuse collection des 12 robes importables au Georges V, qui étaient des robes ironiquement appelées des 12 robes importables. Pourquoi? Parce qu'ils étaient justement en autre chose que du textile. 1er février 1966, c'est dans les salons cossus du Temple de la haute couture parisienne que Paco Rabanne présente à la presse la toute première collection haute couture qui porte son nom. Elle place d'emblée le basque à l'avant-garde de la révolution culturelle qui balaye les années 60. Il fait défiler 12 robes qu'il nomme 12 robes importables en matériaux contemporains, qui sonnent comme un véritable manifeste, un manifeste au sens artistique du terme. Je suis un technicien venu d'un enseignement technique, l'architecture, un homme passionné de son époque, vraiment vivant dans ce temps-ci et pleinement dans ce temps, amoureux absolu de ce temps et voulant l'exprimer par son métier, par ce qu'il fait. Ce sont 12 modèles qui défilent au son du Marteau 100 mètres de Pierre Boulez, qui est quand même très éloigné de l'univers feutré de la haute couture. Toute la presse se fait l'écho de cette présentation. On dit qu'il veut dynamiter la mode. Cette présentation
est assez scandaleuse pour l'époque, parce qu'elle remet en cause radicalement beaucoup de choses, c'est-à-dire ce qu'est le vêtement, ce qu'est la mode. Que les gens aiment ce qu'on fait ou ne l'aiment pas, vraiment ça m'est totalement égal. Mais j'aime bien de voir s'il y a réaction. Si les gens partent écœurés, je trouve ça formidable. S'ils restent, ils applaudissent, je trouve ça formidable. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ce n'était pas juste un événement, ce n'était pas une passade, puisque Paco Rabanne va conforter cette idée pendant plusieurs décennies et il n'en déviera pas. Il a été peut-être mal compris par certains. Ce genre de réflexion ou d'approche, évidemment, il y a une grande partie des gens qui ne comprennent absolument pas cette réflexion-là, qui n'ont absolument pas d'accès. Le vêtement, la majorité des gens voient une nécessité. Donc même si c'était décoratif, c'est-à-dire même si c'est une robe du soir, il faut quand même que ce soit, que ça doit répondre à des critères traditionnels. Mais avec Paco, tout ça, c'était pas possible. Donc tout était, on peut presque dire à l'envers par rapport à ça. Donc il était vraiment à l'opposé de ça. Mais ils s'en foutaient. Lancés au cœur de la période hippie Flower Power, les vêtements de Paco Rabanne vont bien au-delà du tremblement de terre esthétique. L'ambition du créateur, habiller non pas un corps, mais une attitude, celle de la femme moderne, dont il entend bien être le libérateur. Et pourquoi vous mettiez des carapaces de métal sur le dos des dames? Pour éviter les adultères? Non, pour leur faire briser quelque chose dans leur compréhension des vêtements, pour qu'elles pensent que le vêtement peut être aussi autre chose que le vêtement traditionnel qu'elles portaient. Et je crois que d'ailleurs ça a réussi, puisque vous voyez qu'actuellement les femmes ont brisé toutes leurs entraves, qu'elles portent n'importe quoi. C'est déjà un progrès vers la liberté. Il fallait changer quelque chose, raccourcir les jupes, changer cette attitude un peu d'Adam, voilà. Combien de fois j'ai fait des séances photos où on avait des gants et des poses comme ça. C'était assez d'Adam. Là, quand on est arrivé avec Paco, c'était plus ce genre de pose-là. Je vous dis, c'était des poses guerrières, militantes. C'est la première fois dans l'histoire de la mode, en tout cas, où il s'est adressé à la nouvelle génération. C'est-à-dire, une nouvelle génération, c'était les balbutiements du féminisme aussi, c'était justement comment les femmes voulaient sortir de leur rôle de mère, de sœur ou juste d'accessoire de l'homme. Il leur a donné une sorte d'armure. La femme guerrière, moi je trouve que ça correspond effectivement très bien à Paco Rabanne. C'est une femme déterminée, c'est plutôt la super-héros que la petite poupée. C'est pas innocent de mettre une robe en métal quand même, ni de mettre un manteau en panthère, je veux dire. Il y a plein de gestes de mode qui sont forts en expression. Si on vient avec une robe de Paco Rabanne en métal, on vient pas pour jouer la petite tendre romantique. La femme Paco Rabanne, c'est pas une femme gnangnan. C'est une femme qui a du caractère, c'est une femme qui a de la personnalité. Les modèles de Paco aussi transforment la féminité et la rend plus audacieuse, en fait. Avec le métal, la cotte de maille et les pastilles de rhodoïde, Paco Rabanne fait abstraction de la fonction traditionnelle du vêtement. Plus qu'un détournement, il le réinitialise dans une expérience sensorielle inédite. Il y a quelque chose qui est extrêmement fort, je trouve, c'est le rapport avec le corps d'une robe dans une matière complètement autre que textile. Parce que du coup, ça crée quelque chose de très sculptural autour de la personne qui le porte. Parce que notre œil, il est habitué de voir en général des êtres humains en textile. Il y a le mouvement qui est différent. Ça modifie tout, hein. Ça modifie le comportement de la personne, ça modifie, on est dans les éléments qui touchent les différents sens, c'est-à-dire une personne habillée en métal, elle fait un bruit. Vous avez une robe et chaque pas que vous faites, ça fait... C'est extraordinaire ce que ça provoque, et ça c'est aussi très varié en fonction de la matière utilisée. Là, on pourrait discuter à propos des vêtements de Paco, parce que je trouve qu'un progrès dans la mode, c'est le confort, la non-contrainte du corps,
qui a été pendant des années avec des jupes étroites, on ne pouvait pas marcher, avec la taille trop serrée, c'était inconfortable. Bon, c'était bien que le corps ait moins de contraintes. Il est certain que si on est habillé en carré de métal, il y a peut-être, disons qu'on ne s'habille pas comme ça du matin au soir. Mettons Paco, mettons sa mode comme un habit de fête ou de certaines soirées. C'est en aucun cas un uniforme pour la vie quotidienne. Un météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. À partir de 1966, les vêtements de Paco Rabanne sont régulièrement mis en valeur par les plus grandes stars françaises et internationales. Jane Fonda is Barbarella. Cette reconnaissance du monde du spectacle lui permet de faire entrer sa mode de laboratoire dans l'imaginaire populaire de l'époque. C'était le moment où il était encore possible que l'avant-garde redéfinisse la culture pop et la culture populaire, même en général. C'est très rare de pouvoir, en tant qu'artiste, j'imagine, se dire qu'une expression moderne devient complètement universelle. Je pense que c'est le plus grand accomplissement pour moi, pour un designer ou un artiste. C'est vraiment cette façon de faire passer un message très fort à tout le monde. C'est avec Françoise Hardy, alors au sommet de sa popularité, que Paco Rabanne trouve sa plus belle ambassadrice. Oui, j'aime bien le métal sur vous. Oui. Je trouve que vous portez bien. Et c'est pourtant pas facile à porter parce que c'est très dur comme matériau. Et pour le porter, il faut être très moderne. Je pense que vous l'êtes. Quelque chose en vous qui personnalise bien le personnage moderne que j'aime de la femme. Entre la rigueur architecturale de ses créations et l'innocente fragilité de la chanteuse, l'alchimie est parfaite. Françoise Hardy en Paco Rabanne, c'est le nirvana pop 60s absolu. Françoise Hardy, je ne l'ai pas rencontrée. Ce sont les filles du journal Elle de l'époque qui me l'ont amenée, car ils voulaient l'habiller dans des choses très 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 modernes. Et je venais juste de présenter ma première collection de couture, où j'avais fait beaucoup de robes de métal, des robes de plastique, des robes dans des matières nouvelles, qui avaient assez secoué l'opinion des années 60. Et Françoise Hardy représentait déjà pour nous, les jeunes de l'époque, la jeune fille moderne. Elle était presque en opposition avec l'autre figure mythique des années 60 de la beauté féminine, c'était Brigitte Bardot. C'est très étrange. Ça fait un peu comme une ancienne cotte de maille, oui, mais au fond, ce métal est très souple. Moi, je dis ça pour ne pas dire que c'est très joli. C'est intéressant le principe de cette matière métallique qui est le chainmail, enfin la cotte de maille, qui en même temps va évoquer l'armure et qui va être un miroir aussi et qui va être la matière la plus liquide du monde. C'est-à-dire que ça va en même temps refléter le corps, le protéger et le sublimer. C'est-à-dire qu'on voit tout, on voit du moindre morceau, du moindre bout de téton en passant par le dessin d'un muscle de jambe. C'est vraiment cette façon qu'il avait d'associer esthétiquement ces notions de féminisme, qui est un peu galvaudé maintenant, mais en tout cas d'affirmation de sa féminité et d'affirmation de sa sexualité, qui est extrêmement intéressante chez Paco Rabanne. Oui, mais je pense que vous enlevez votre chapeau. Elle faisait ses adieux au Savoy à Londres et elle me demande une combinaison tout en métal. Or, à l'époque, je n'avais que en trame que des trames métalliques en acier. Je lui dis, ça va être un peu lourd. Il me dit, essaye. J'ai fait une combinaison d'une seule pièce, pantalon ou veste, dans cette trame acier qui était excessivement lourde. La robe entière pesait 38 kilos. Elle a réussi à la mettre, elle est arrivée devant la scène, elle a chanté, elle n'a jamais pu repartir en arrière, elle était bloquée par le poids,
Elle m'a dit c'était l'horreur. Tu es habillée dans une combinaison lamée, devant ton micro planté. C'était ce qu'on disait à l'époque. Planté, tu peux le dire, parce que c'était une tenue qui pesait 16 kilos et qui avait été conçue et faite par Paco Rabanne et que j'avais mise pour un tour de chant que je faisais à Londres. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, il était toujours très alléché, très friand de tenues absolument extravagantes. Et c'était tellement lourd que je pouvais absolument pas marcher. Je pouvais descendre les escaliers avec, mais je ne pouvais pas les monter. Dalí nos habla del ballet que está montando en Barcelona. C'est toujours au milieu des années 60 que Paco Rabanne fait la connaissance du plus fantasque des Espagnols, Salvador Dalí. Le Catalan, pape du surréalisme, reconnaît dans le travail du couturier une dynamique non conformiste à laquelle il ne peut que souscrire. D'abord, au départ, il y a une volonté de provocation. Chez les deux, c'est vrai. Dalí voulait absolument faire. Il était anti-bourgeois au possible. Pour lui, le comble de la bourgeoisie, c'était le petit Français avec son costume gris. Enfin, il détestait la bourgeoisie. Et donc, il voulait choquer, provoquer, faire bouger les choses. Et Paco, pareil. Je vous en supplie, Amanda, avec la dernière création de Paco Rabanne. Voilà. Bonjour. Applaudissements. Paco Rabanne, vous pouvez nous dire quelques mots de cette tenue, de cette toilette? C'est une robe de métal faite pour le soir. Robe de métal faite pour le soir. Oui, je crois que l'homme moderne aime beaucoup le métal. Il aime les voitures, il aime les machines à laver, tout ce qui est métallique. Nous sommes à la fin de la civilisation du métal. Et c'est pour ça que j'aime recouvrir les femmes de métal. Dalí a dit de Paco Rabanne, c'est le deuxième génie d'Espagne, le premier étant lui-même. Alors ça, c'est le côté grandiloquent, paradoxal de Salvador Dalí. Effectivement, le fait qu'ils soient tous les deux espagnols, tous les deux provocateurs à l'époque, on a pu les associer. Or, Paco Rabanne n'a jamais fait partie de la cour de Salvador Dalí. Et a fortiori, n'a jamais été ni un disciple de l'œuvre de Dalí. Il y a une part fondamentalement artistique dans l'œuvre de Paco Rabanne, dans sa pensée, mais elle ne relève pas du surréalisme de Salvador Dalí, mais plutôt serait à rapprocher plutôt de Marcel Duchamp, qui est la figure tutélaire de cette manière de penser le vêtement dans le détournement. La rencontre Salvador Dalí-Paco Rabanne ne se matérialisera jamais dans un projet artistique. Mais elle laisse dans l'histoire la formation d'un couple de légende tout à fait improbable. Finalement, c'est Paco Rabanne qui m'a présenté Dalí. Donc je lui dois beaucoup. J'étais mannequin dans une agence de Paris qui s'appelait Catherine Harley. Et donc je défilais. Et on m'avait envoyé voir Paco Rabanne. Et Paco Rabanne est tombé amoureux, dit-il, de mes grandes jambes. Il voulait des filles avec des jambes très longues. Et je ne savais pas qu'il connaissait aussi Salvador Dalí. Un soir, j'ai défilé pour Paco, donc j'étais toute maquillée, bien comme il faut, avec les fossiles, la banane, etc. Et Paco m'a amené après le défilé dans une boîte de Saint-Germain-des-Prés. Et là, il y avait Salvador Dalí qui était assis, entouré de sa cour, évidemment, avec ses moustaches ridicules. Et il nous a présentés. Et la première chose, j'étais maigre comme ça, puisque j'étais mannequin. Et la première chose que Dalí a dit quand il m'a vu, il m'a regardé comme ça, il m'a dit « Vous avez la plus belle tête de mort que j'ai jamais vue ». Donc moi, évidemment, tête de mort toi-même, j'étais vraiment très vexé qu'on me traite de tête de mort. Et donc je me suis dit, ce mec, je le verrai jamais plus. Je l'ai trouvé absolument insupportable, suffisant, prétentieux. Mais tout ça a démarré avec Paco Rabanne. En fait, tout s'est arrangé puisque le lendemain, Dalí m'a appelé, il m'a invité à déjeuner. Et puis, ça a commencé le début de cette grande amitié. Et chaque fois qu'il y avait un événement que Dalí voulait faire, le buzz, quoi, comme on dit aujourd'hui, les actualités venaient le film, etc., il faisait venir Paco Rabanne parce qu'il savait que Paco allait amener des mannequins avec des robes époustouflantes. Loin des salons parisiens et des podiums, Paco Rabanne poursuit sa réflexion sur les nouvelles manières de concevoir et de produire le vêtement. En 1967, il dessine une collection dont tous les éléments sont destinés à être moulés d'un seul bloc. La matière, un dérivé du vinyle, offre un aspect ultra lisse allié à la souplesse du caoutchouc. À l'heure du prêt-à-porter, Paco Rabanne veut lui aussi démocratiser son art.
Il va le faire à travers la matière a priori la plus incompatible avec l'univers de la mode. Douce aberration encore, celle qui consiste à à s'empaqueter, comme les gaufrettes et le chocolat, dans du papier métallisé. Avantage, l'envers est en papier normal. C'est la mort de la machine à coudre. Les ourlets, les coutures, les fronces, tout est collé. Dans son minuscule atelier, Paco Rabanne a convié Helga Andersen à essayer la robe de demain en lamé de papier. Au risque de l'abîmer, Helga a voyagé dans la malle pour aller chez Régine. Mais le risque était mince. La robe se vendra 20 francs et on la jettera dès qu'elle aura perdu sa fraîcheur. Paco Rabanne a des obsessions de recherche qu'il poursuit tout au long de sa carrière de couturier. C'est une véritable pensée, une véritable capacité à revisiter les qualités, les contraintes de chaque matériau et à trouver des solutions à chaque fois différentes et adaptées pour aller plus loin. À la fin des années 60, la couture d'avant-garde du Basque n'est plus une curiosité. Les ventes ont beau rester confidentielles, le grand public, lui, se régale de ses collections comme d'une friandise, pop et acidulée. En 1969, la venue à Paris d'Antonio et Mariano Puig, deux industriels catalans, va radicalement bouleverser le destin de Paco Rabanne, qui ouvre un nouveau chapitre majeur de sa carrière. C'est le point de départ de l'une des plus belles success stories de l'histoire de la parfumerie. Les Puig, qui étaient parfumeurs à Barcelone, recherchaient pour avoir un peu plus de notoriété un nom français. Et Antonio Puig a eu l'idée de ce jeune couturier Paco Rabanne qui commençait à faire les couvertures des grands magazines. Fidèle à ses convictions, Paco Rabanne voit dans ce projet une nouvelle opportunité de faire exploser quelques standards trop bien établis. Paco Rabanne est un bon exemple de... Alors on ne peut pas dire de diversification parce qu'il a pensé le parfum très vite dans son parcours de mode. Tout de suite, il a une vision très singulière de ce qu'il veut, c'est-à-dire quelque chose qui soit aussi radical, aussi bouleversant, aussi dérangeant que n'a pu l'être sa proposition en mode. Les frères Puig l'associent au designer Pierre Dinan, qui vient de signer le flacon d'eau sauvage pour Dior. Tout de suite, j'ai commencé à travailler avec Paco Rabanne, alors sur des idées extrêmement excentriques, quoi. Je lui demande, pour lui, qu'est-ce que c'est qu'un parfum, à quoi il pense. Quand il pense parfum, il me dit, pour moi, c'est un couple faisant l'amour dans une voiture. Je dis, ma réaction, c'est de lui dire, il vaut mieux une grande voiture pour avoir plus de place. Et là, il me dit, ah bah oui, une Rolls-Royce. De la Rolls-Royce, je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas prendre le Spirit of Ecstasy, la petite sculpture qui est à l'avant, les portières, l'intérieur, non. La grille de la voiture, la l'avant, la calandre. Alors non seulement c'était l'inspiration du flacon, la calandre, mais c'est même devenu le nom du parfum. Le problème, c'était le problème technique. Comment arriver à entourer un flacon vert de métal, ce qui était pratiquement impossible à l'époque. Après un an de recherche, la collaboration entre les deux pensionnaires des Beaux-Arts voit le jour. Un ovni, doublé d'une innovation technique majeure. La réalisation du flacon a été très difficile. Heureusement qu'on a trouvé cette technologie venant de l'industrie automobile. On arrive à rendre métallique une pièce de plastique, ABS galvanisé. Les parfums précédents étaient le joli petit flacon en cristal où on se parfume avec le bouchon. Là, c'était tellement différent que les tests
que les putsch avaient demandé aux agences de pub et de communication était très négatif. Le résultat était « c'est trop moderne, ça ressemble à personne ». Les putsch ont dit « c'est différent, c'est exactement ce qu'on veut ». Ça n'aurait jamais existé sans Paco Rabanne lui-même. C'est vraiment tellement lui que c'est pour ça que ça a eu du succès. En 1971, les frères Puig demandent à Paco Rabanne de concevoir une fragrance masculine. Le créateur ne reçoit qu'une seule consigne, innover à tout prix. Ce flacon-là, alors Paco Rabanne pour homme, inspiré d'une météorite chondrite de Moldavie ou moldavite. Donc c'est une météorite de couleur vert foncé. En plus, on utilisait un système de bouchage révolutionnaire. C'était un système de bouchage jamais réalisé. Et là, tout de suite, à New York, c'est devenu le parfum numéro 1. Paco Rabanne for men, what is remembered is up to you. Au milieu des années 70, Paco Rabanne installe son atelier rive gauche, à 2 pas de l'école des Beaux-Arts. Malgré sa solide notoriété et le confort financier assuré par ses parfums, il garde les pieds sur terre, entretenant scrupuleusement l'esprit artisanal et pionnier de sa maison. Un peintre peint ce qu'il veut. Il s'en fiche pas mal de la réaction du public à sa peinture. Et un créateur de mode, c'est pareil. Il fait la mode qu'il ressent être bonne pour le moment. Tant pis si la suit ou ne suit pas. Une petite équipe soudée. Ce qui n'est pas le cas chez les autres couturiers, où franchement, il y a une pléiade de personnes. Et quelque part, c'est souvent le stress. Ils se considèrent comme des divas. Ils font pleurer les gens. C'était pas le cas avec Paco. C'est vrai que les ouvrières l'adoraient et étaient capables de travailler très fort pour lui. D'abord, il n'y avait jamais de crise de folie, d'énervement, comme on a souvent vu. Dans l'urgence, la veille d'une collection, quand tout le monde est excité, le ton peut monter très vite. Hein. C'était toujours, je dirais, le calme, le silence. Chacun faisait son truc. Et puis, Paco surveillait ça gentiment. J'ai toujours mis la main à la pâte. D'abord, je dessine toute ma collection moi-même, parce que je n'ai pas de dessinateur, j'en veux pas. Je suis très jaloux de ma création. L'œuvre de Paco Rabanne est dans ses mains. C'est pas simplement comme ça, c'est pas un couturier qui donne des idées et puis un studio qui exécute. Paco Rabanne, Monsieur Paco Rabanne, réalisait lui-même la moitié des modèles en métal ou en plastique, de ces matériaux un peu bizarres. Il y a ce plaisir de la réalisation. Vous prenez un matériau, n'importe lequel, un peu de métal, comme ça, qui arrive de l'usine en plan, et il faut le façonner, il faut lui donner un relief, un côté très, très sexy. Ça, c'est très important, c'est que la main qui peut le faire. Sa revendication d'être un artisan n'est pas qu'une figure de rhétorique, c'est pas pour faire l'intéressant. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé de ses mains, qui a toujours fabriqué lui-même ses modèles. Et il travaillait dans un atelier qui était un petit atelier. La maison Paco Rabanne n'a jamais été une grande maison au sens habituel du terme du milieu de la couture. Revendiquant explicitement son statut de travailleur manuel, passant plus de 10 heures par jour dans son atelier, Paco Rabanne pulvérise le mythe du couturier divinisé, observant le monde depuis des hauteurs inaccessibles. Il avait un chauffeur qui lui était dédié, mais il ne le prenait jamais. Il prenait tous les jours son bus, son métro, avec sa carte orange à l'époque, qui est notre carte Navigo d'aujourd'hui. Et il était très fier d'aborder ça parce qu'il était d'une réelle simplicité. L'ambiance était très décontractée, donc il n'avait pas une ambiance de terreur, ce qui peut exister aussi dans certaines maisons de couture, d'angoisse ou de dominance, ou tout ça, ce n'était pas du tout le cas. Il n'aimait pas du tout la confrontation ou le stress, donc du coup, il avait besoin d'un environnement paisible. Ça, c'était essentiel. Curieux de tout, en recherche d'évolution permanente, Paco Rabanne réinvente son art au fil des innovations technologiques que lui offre son époque.
C'est ici, dans les ateliers de l'aérospatiale, que se concocte la mode de demain. Adieu soie, satin, velours. Qui eût dit que la fusée Ariane nous apporterait un jour un fil bien à elle qui révolutionnerait la mode? Qui eût dit que les grandes tendances viendraient de l'aérospatiale? J'ai été contacté par l'aérospatiale qui m'a présenté des matières hallucinantes, nouvelles, qui sont d'aspects vraiment très différents les unes des autres. Il se rendait compte que de toute façon, il fallait que ça évolue. Son idée de la robe en métal, bon, c'est très bien, mais ça ne peut pas durer 25-30 ans. Donc petit à petit, il a fallu qu'il évolue, parce qu'il s'est lancé après, il a découvert d'autres matériaux. Il y a une volonté d'aller à chaque fois plus loin dans cette construction de l'apparence, à utiliser les effets de la lumière sur le vêtement, ou à inclure de la lumière dans le vêtement, donc aussi une énorme curiosité pour la technologie contemporaine qu'il essaye d'intégrer dans ses recherches. Ça a été pour moi vraiment une découverte. Ceci, on dirait, un espèce de gros velours froissé, et non, c'est du plastique, et qui peut être moulé aux formes de la femme. Ce tissu noir extraordinaire, c'est du filtre pour l'huile. Ce corsage qui est comme ça moulé sur le corps d'une fille, qu'on passe comme ça sur le côté. C'est du ciment allégé. Il va falloir s'y faire. 25 ans après s'être lancé dans la mode, le créateur se voit remettre le fameux dé d'or, l'équivalent des Césars pour la haute couture française. C'est agréable surtout pour ce travail d'équipe qui a été fait par des merveilleuses ouvrières. Et en ça, c'est formidable. Cette récompense hautement symbolique permet à Paco Rabanne de clarifier une fois pour toutes la relation ambiguë qu'il entretenait avec ses pairs. Ses collègues, ses concurrents, il y en a qui disaient que c'était pas de la couture, ce qu'ils faisaient, c'était du... je sais plus, j'avais entendu quelques méchancetés. Bon, forcément, c'est facile de dire que c'est pas une robe en taffetas ou en soie, c'est du métal, donc c'est pas de la haute couture. Coco Chanel appelait le métallurgiste, il le répétait souvent. Hein. Mais en même temps, je pense que pour lui, c'était une manière de fanfaronner. Il avait une certaine un pincement de cœur, je pense, parce qu'il se disait que la plupart des gens, peut-être, il y avait des personnes qui le voyaient comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il attendait avec impatience la reconnaissance aussi du métier. Pendant longtemps, il a attendu ce fameux dé d'or. À chaque collection, on le voyait un petit peu triste de ne pas l'avoir, jusqu'à ce qu'il l'ait enfin en 1990. Et là, c'était la consécration pour lui. Et il était tellement heureux et on était tellement heureux pour lui. Tout au long des années 90, Paco Rabanne poursuit son travail sur la forme et la lumière. Une robe doit être visuelle, doit être tactile, doit être sonore. Lors des défilés, les robes sont traitées comme des œuvres à part entière dans une dramaturgie qui ne laisse rien au hasard. Il a construit les défilés comme un architecte, c'est-à-dire il y avait avant les préparatifs de la collection, je dirais par exemple 75 modèles, qui se faisaient dans une logique déroulement d'un défilé dans la tête, où on construit des hauts et des bas de sensations, parce qu'il faut un défilé, il ne faut pas uniquement que ça aille comme ça, c'est presque ennuyeux si ça va comme ça, il faut des sensations différentes pour pouvoir arriver à apprécier ces 30 minutes en permanence. Et on revient toujours vers les sens, c'est-à-dire on est là pour provoquer de l'émotion. C'est la collection d'été 99 avant l'an 2000. Et donc j'ai voulu que cette fin de siècle soit une fête. Alors ce sont des événements très modernes, contemporains, agressifs, dans des couleurs violentes, très courts. La joie de terminer le siècle dans la fête et non pas la morosité ambiante que l'on voit. C'est précisément à l'aube de l'an 2000 que Paco Rabanne choisit de quitter la haute couture. Paco Rabanne a eu la bonne idée de se retirer au moment où il a considéré qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire. Fidèle à sa ligne de conduite, il tire un trait définitif sur son incroyable carrière dans la plus grande discrétion et sans aucun effet d'annonce. Le créateur choisit de se retirer en Bretagne, région avec laquelle il entretient un lien charnel depuis son arrivée en France. Je voulais, pour finir ma vie, trouver l'endroit le plus beau, le plus calme, le plus
isolé, et je l'ai trouvé ici, en Bretagne. Ironie du sort, depuis sa retraite, les parfums qui portent son nom n'ont jamais été aussi populaires. Invictus, the new fragrance for men by Paco Rabanne. Mais de cela, tout comme de ses 35 années dans la couture, Paco Rabanne ne veut définitivement plus parler, comme pour dire encore une fois qu'il n'a jamais été un homme du passé. Paco ne regarde pas trop dans le rétroviseur, ce qui veut dire même au point que certaines choses du passé, il s'en fout complètement. Il est dans le présent et dans l'avenir. Il quitte et il ne revient pas. Il tourne le dos et il ne regarde pas en arrière. Et je respecte sa volonté. L'histoire de Paco Rabanne ne s'arrête pourtant pas là. Relancée timidement en 2011, la marque est de nouveau synonyme d'une mode audacieuse qui ne ressemble à aucune autre. Il y a quelque chose d'assez magique dans l'histoire de la maison Paco Rabanne et surtout dans son devenir post-présence du maître, si on peut dire. C'est que, comme Paco Rabanne lui-même a toujours refusé de faire du prêt-à-porter, que ça ne l'a jamais intéressé, mais qu'il n'a jamais non plus découragé les créateurs qui se sont essayés, alors qu'il était encore en exercice pour la haute couture, ça laisse une porte large ouverte, à condition de respecter effectivement certaines données fondamentales, le côté radical, le côté novateur, expérimental aussi, d'une certaine façon. Là, par exemple, c'est un manteau Paco Rabanne tout à gauche, qui était fait en vinyle, appliqué sur une sorte de lainage coupé à vif. Donc ça reste assez léger et ça reste assez praticable. En gros, c'est vraiment de la broderie. Et nous, on a essayé justement de le rendre encore plus net, encore plus techno. Là, on voit vraiment justement l'utilisation des matériaux des années 60 qui vont nous évoquer tout de suite ce truc pop rétro. Et c'est comment le faire passer dans le registre actuel en essayant de le radicaliser dans le présent, quoi. Et évidemment, l'associer à un look, ce principe-là qui va être un peu androgyne avec un pantalon tailleur, une chemise, qui va nous ramener une iconographie de look beaucoup plus contemporaine et beaucoup plus accessible pour la femme maintenant, quoi. Entré dans la mode par effraction il y a 50 ans, Paco Rabanne laisse derrière lui une œuvre aussi protéiforme qu'inclassable. Insaisissable libre penseur de la forme et de la matière, sa soif permanente d'innovation le rend invulnérable à l'usure du temps. Il est complètement dans son temps, mais aussi il est dans le futur. Quel que soit le moment où on va regarder son œuvre, on sera complètement contemporain et dans le futur. Il est intemporel. Et c'est justement ce qui fait la force de Paco. Quand on a un modèle Paco, on ne vieillit pas, c'est comme moi. La mode, c'est quand même, ça va et ça vient. Il y a un moment où on n'aime plus quelque chose, mais on va l'aimer de nouveau dans 15 ans ou dans 10 ans. Donc la mode, c'est ça. Les vêtements de Paco de cette époque, il n'y a pas lieu d'y toucher. Ils vont disparaître, réapparaître. Ils ont leur place. C'est vrai que c'est intemporel, mais c'est aussi intemporel parce que Paco est extrêmement épuré. Alors après, quand on rentre dans les domaines plus décorés, c'est là où ça devient plus difficile d'être contemporain. Mais si on retourne dans le côté épuré, justement, par exemple, la robe de Françoise Hardy, elle est expérimentale, mais elle est épurée. Donc elle est extrêmement simple. Si on la réduit au fait, elle est extrêmement simple dans sa façon d'être construite. Et c'est ça aussi qui l'aide d'être intemporel. L'héritage aujourd'hui de Paco Rabanne est dans cette façon d'expérimenter des matériaux, des formes, des usages qui ne sont pas la norme. C'est cette façon d'aller plus loin à chaque fois, d'aller ailleurs, et pas dans ce qui est convenable ou convenu de considérer comme élégant, séduisant, etc. Je pense que c'est le principal apport et la principale inspiration de l'œuvre de Paco Rabanne.
En dehors, évidemment, des pièces très, très particulières, des matériaux, des façons de faire que l'on peut trouver ci et là. Mais fondamentalement, c'est ça. C'est une manière d'être ailleurs et puis de regarder et de travailler comme un artiste et non pas comme un couturier. Il y a ce principe justement donc, de Paco Rabanne qui s'est inscrit maintenant dans l'histoire de la mode et l'histoire du vêtement et permet justement de commencer à travailler l'intemporalité ou le mélange de références ou le mélange de temporalité justement pour essayer d'aboutir à l'idée d'une nouvelle icône ou en tout cas d'une nouvelle histoire pour Paco Rabanne en tout cas. Vous êtes un peu fou. Absolument pas. Je suis très lucide, très logique, très raisonnable. Au fond, je crois d'être un des plus classiques et les plus raisonnables créateurs de vêtements qu'il y a actuellement à Paris.